Mesdames et vous tous, messieurs, bienvenue sur Blédard Podcast avec ce numéro 10 où j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. D'abord pour qui il est, mais aussi pour la multitude de choses qu'il réalise. Et j'ai ainsi nommé M. Emmanuel Zizou. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'Emmanuel, mais Zizou est connu, mais surtout connu comme Zizou avec Y. Et mon respect vient du fait que son parcours est très intéressant. Il fait partie de ces gens qui font des choses parce qu'elles sont plus ou moins appelées à faire ces choses et qui font des choses exceptionnelles. Et pas que pour elles-mêmes, mais des gens qui ont un impact sur une génération, sur un pays à travers ce qu'ils réalisent. Donc c'est un véritable honneur pour moi de pouvoir le recevoir aujourd'hui pour échanger sur des thématiques très intéressantes. Et pour ce numéro où on reprend vraiment l'enregistrement du Blédard Podcast, c'est la bonne personne parce qu'on est en été, il fait chaud, le climat est beau, les JO ont commencé. Donc, c'est un vrai honneur pour moi de le recevoir ici. Donc, bienvenue sur Blédard Podcast et bonjour, cher Zizou. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous regarderont. Et pour moi, c'est un grand honneur d'être là parce que je suivais l'émission, je crois que c'est dès son premier numéro. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue par regarder. Et pour moi, c'est un plaisir d'être là sur le plateau et je remercie également, je félicite d'ailleurs l'initiative qui est louable. Et voilà, je suis très content d'être là. Je suis à Paris en tant que blédard. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel. Emmanuel qui est mon prénom que les gens ne connaissent pas beaucoup. Mais c'est Zizou, je suis connu sur le nom de Zizou, Zizou avec Y. Et souvent quand je me présente, je dis aux gens que je m'appelle Zizou, ce n'est pas une farce, mais c'est le seul nom qui pourra vous servir parce que si vous cherchez, vous me cherchez, c'est avec Zizou que vous allez me trouver. Donc voilà, Zizou. Et voilà, c'est un plaisir encore d'être là. Merci beaucoup et je tiens à indiquer qu'effectivement, pour témoigner de mon respect pour l'homme que tu es, je pense que tu es l'une des deux personnes que j'ai appelées quand j'ai lancé ce truc pour demander qu'est-ce que tu en penses. Ouais. Où est-ce que tu penses que je pourrais aller en termes de directive? Et je te remercie justement pour ta disponibilité, pour tes conseils dans ce sens. Donc, c'est doublement un plaisir pour moi que tu sois là aujourd'hui en personne. Merci beaucoup. Normalement, tu es à N'Djamena d'habitude, mais aujourd'hui, on se retrouve à Paris. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce qui t'amène à Paris, déjà pour commencer? Et après, on pourra continuer notre débat. Oui, en fait, je suis à Paris. Je vais aller peut-être droit au but grâce à l'ambassade de France au Tchad qui m'a donné l'opportunité d'être là parce que je tenais à être là pour les Jeux Olympiques en tant que journaliste sportif. Et pour un journaliste sportif, être dans un pays qui organise un événement d'envergure comme les Jeux Olympiques, pour moi, c'est un plaisir. Et voilà, c'est pas que je suis venu en tant que j'ai eu l'accréditation, non, mais je vis les Jeux Olympiques à travers la ville, à travers Paris, et aussi les fêtes, les fan zones. Et donc, je suis là pour les Jeux Olympiques. Et ça fait déjà une dizaine de jours que je suis sur place. D'accord. Ouais. Tu viens de dire deux choses intéressantes. D'abord, quel est le projet de l'ambassade de France au Tchad qui permet, est-ce que tu es la seule personne qui bénéficie de ça ou est-ce que c'est un appui qui est là sur place qui permet d'appuyer des Tchadiens peut-être qui ont des projets, je veux dire, culturels ou sportifs comme dans ton cas, dans ce sens? Bon, peut-être que je suis peut-être pas bien placé pour parler de tout ce que l'ambassade fait en termes dans la culture et le sport, mais je vais peut-être m'arrêter à ce que moi je suis concerné directement. Donc, je crois que nous sommes 5, 6, 7 jeunes qui sont ici et qui avons bénéficié d'une aide à la mobilité, donc qui nous a permis d'être là. Parmi ces jeunes, il y a des influenceurs aussi et moi en tant que journaliste sportif, et je fais partie des premières personnes qui étaient là. Voilà, donc je suis là, mais je vais repartir à N'Djamena avant les autres, donc d'ici quelques jours. Et voilà, donc c'est ça. Mais aussi, au-delà de ça, il y a beaucoup de projets que l'ambassade soutient.
dans le domaine de la culture, notamment quand vous regardez bien ces derniers temps, il y a beaucoup d'artistes qui viennent en France à travers beaucoup de fonds de mobilité également. Et pour revenir aussi, moi, c'est ma deuxième fois d'être là en 6 mois. Alors, si je dois être à Paris tous les 6 mois, ça sera une bonne chose. Bah oui. Voilà, donc c'est aussi, il y a 6 derniers mois aussi, j'ai bénéficié d'une aide à la mobilité pour être là. Et aujourd'hui, je suis encore là, donc voilà, c'est un plaisir. Ouais. Maintenant, tu as la deuxième chose intéressante que tu as évoquée tout à l'heure, c'est le fait que tu es journaliste sportif. Ouais. C'est pas, je pense que c'est intéressant en soi, mais il y a aussi un élément unique lorsqu'on voit ton parcours. Parce que ton parcours indique que tu es formé comme informaticien. Ouais. Ensuite, tu pars comme graphiste. Ouais. Et puis, bon, on a l'impression que le journalisme, c'est quelque chose qui t'a attiré tout seul, alors qu'à la base, c'était peut-être pas le plan initial, mais peut-être qu'une passion qui est née peut-être naturellement, ou les circonstances ont peut-être guidé dans cette direction. Qu'est-ce que tu pourrais parler de ton côté journaliste? Ouais. En fait, souvent, j'ai du mal à expliquer. Mais j'ai toujours été fan de... J'ai eu un bac scientifique, c'est vrai, mais j'ai toujours été un grand amoureux de lettres. J'écrivais beaucoup. Quand j'étais déjà au lycée, j'écrivais des nouvelles. Et d'ailleurs, la petite histoire que je raconte tout le temps, je suis très proche avec le médecin et l'artiste Croque-Mort, qu'on s'est connus grâce à la littérature. Et qu'on est amis jusqu'aujourd'hui. C'est la passion pour l'écriture, parce que lui aussi, il est écrivain et tout ce que vous pouvez voir, poète, slameur et tout. Et donc, moi, j'ai fait des études d'informatique, de gestion à ECCHAT, mais je me retrouvais également à travailler très tôt déjà aux éditions SAO avec M. Laring Bao, qui est l'un des grands éditeurs au Tchad, qui a édité la plupart des livres qui sont édités au Tchad. C'est édité chez lui. Et il m'avait pris sous ses ailes très tôt, donc je travaillais dans sa maison d'édition de livres et en tant que graphiste. Mais au fur et à mesure, j'étais devenu aussi un responsable d'édition. Et donc, mon rôle, au-delà de graphisme, mon rôle, c'est de recevoir les manuscrits et essayer de travailler sur la mise en page et aussi suivre avec un comité de lecteurs externes constitué par des écrivains de renom. Voilà. Après plusieurs années, j'ai quitté les maisons d'édition de livres et je suis aussi blogueur à la base. Voilà, donc j'écrivais, je bloguais, et à l'époque, en tant que j'écrivais seulement sur la politique, sur des questions de droits de l'homme, si vous voulez. Voilà, je dénonçais parce que pour moi, je cherchais un espace d'expression. Et la meilleure plateforme qui existe pour moi, c'est la plume. Et donc, j'utilisais déjà l'Internet en tant que blogueur. Et un jour, je disais à quelqu'un, je crois que c'est Marius Verson, fils de l'homme, que je disais que, écoute, moi, je voulais entrer dans une rédaction pour étudier, pour pratiquer le journalisme, en fait. C'est vrai, j'écrivais, je connaissais écrire, mais ça ne suffisait pas. Il fallait apprendre les règles et tout. Et donc, Marius me dit, mais si tu veux, je vais t'emmener voir Madiasra Nako, du journal Le Pays, qui me dit, non, c'est mon grand frère, et il va faciliter la tâche. Bon, finalement, c'est pas avec Marius, mais il y a sa petite sœur aussi, qu'on est amie, qui m'a poussé, Maman Djibé Nako, qui m'a presque poussé. Il dit, non, il faut que tu viennes, et tout ça. Et entre-temps, Madiasra Nako voulait aussi quelqu'un qui a une compétence dans l'édition de livres et de graphisme et tout. Et moi, je suis arrivé. Et Madiasra voulait avoir une maison d'édition de livres. Et effectivement, on a créé une maison de livres qu'on appelle l'édition Le Pays, l'édition Le Pays. Mais quand je suis venu au journal Le Pays, là on est en 2016, quand je suis arrivé au journal Le Pays, c'était... moi, je voulais faire le journalisme. Parce que, voilà, je suis dans la rédaction avec les journalistes tous les jours. Et donc, je m'occupe vraiment du côté technique, tout ce qui est informatique, infographie et tout. Et aussi, on travaille sur le projet des livres, où on a eu à éditer quelques livres même déjà. Et donc, naturellement, parmi mes heures perdues, j'écrivais, je partais en reportage. Et à l'époque,
j'avais notre rédacteur en chef qui s'appelle Bishop Asna, qui qui m'a aussi beaucoup aidé. Au-delà de Madiastra, lui aussi m'a beaucoup aidé. Et souvent, les journalistes, ce que j'avais remarqué, les journalistes aimaient beaucoup plus aller à des conférences de presse et tout ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était d'apprendre le métier. Et aller à des conférences de presse, c'est comme venir faire un compte rendu, en fait. Alors, je me suis approché du rédacteur en chef, j'ai dit que moi, je voulais faire de reportage. Mais je suis limité par la manière de, voilà, comment ça fonctionne et tout. Alors, j'ai demandé comment est-ce que je vais me prendre, est-ce qu'il peut me proposer des sujets pour que je puisse aller sur le terrain. Et c'est comme ça que Bishop m'a proposé beaucoup de sujets de reportage. Et il me guidait et ainsi de suite. Et je crois, au bout de 5-6 mois, voilà, quoi, je suis arrivé à un niveau quand même voilà, acceptable. Et tout est parti de là pour moi dans le journalisme. Mais il faut reconnaître que c'est d'abord parce que j'avais déjà eu la base dans ma passion des lettres. Et aussi en tant que blogueur, parce que j'écrivais aussi, même si les règles entre le journaliste et le blogueur ne sont pas les mêmes. Mais ces deux facteurs m'ont quand même aidé à aujourd'hui pratiquer le journalisme. Et aujourd'hui, je me suis dit que je suis en plein dans le journalisme. Plein dans le journalisme parce que c'est tous les jours que j'écris. Et j'écris pour beaucoup de médias. Je suis sur plusieurs plateaux télé, radio au Tchad, sur des questions de jeunesse, sur des questions du digital, sur des questions de politique parfois, et aussi sur des questions de sport. Voilà. Okay. Mais maintenant, quel est ton regard sur un peu le journalisme et son évolution? Peut-être parce que toi, tu es arrivé dans le métier, tu l'as appris sur le terrain. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec les différentes plateformes, le métier est en train d'être plus démocratisé. Peut-être un exemple, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'expérience ou bien de profil de journaliste du tout. Oui. Je suis en train de faire un podcast un peu qui sont un peu des formats qui arrivent de plus en plus. Ou alors, le blog est arrivé d'abord, ensuite, on va dire aujourd'hui, on est en train d'aller vers les podcasts, ou bien en termes de live et tout ce qu'il y a, où c'est des plateformes essentiellement qui font un peu du journalisme sans être journaliste. Donc, quel est ton regard sur l'évolution du métier déjà? Et puis, voilà, l'ouverture un peu du journalisme, un peu à tout le monde pratiquement. Oui, mais moi, je suis aussi beaucoup plus critique. Je ne sais pas, parce que j'ai eu un petit temps dans une maison d'édition de livres, parce que quand tu travailles dans une maison d'édition de livres, parfois tu es appelé à critiquer des œuvres d'esprit. Et du coup, je suis beaucoup plus critique aujourd'hui dans le métier de journalisme. Il y a de plus en plus, normalement, des outils dont tu viens de citer, que ce soit les nouveaux formats de journalisme comme le podcast que nous sommes en train de pratiquer là, que ce soit la télé avec l'Internet et tout, ça devait plutôt aider les journalistes le métier est démocratisé, c'est bien, c'est normal. Mais au Tchad, il faut reconnaître que tu te rends compte que le métier est en train de baisser. Le journalisme au Tchad est en train de prendre un coup parce que, bon, moi je ne me suis dit pas que je suis le meilleur, mais vu le journalisme que je consommais à un moment donné et ces journalismes, il y a un grand écart. Tu te rends compte que les journalistes tchadiens sont en train de disparaître. Parce que l'ancienne classe a mis la barre très haute, que la nouvelle génération de journalistes n'arrive pas à vraiment être à la hauteur. Et là, c'est un fait. C'est un fait parce que l'autre chose également qu'il faut déplorer, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une école de journalisme au Tchad. Non, il n'y a pas d'école de journalisme au Tchad. Mais les meilleurs journalistes ne sont pas forcément ceux qui sortent de l'école de journalisme aussi. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et il y a aussi ce qu'on appelle la précarité également dans le métier, qui fait que des jeunes journalistes se retrouvent... quand tu entres dans une rédaction, par exemple, il n'y a même pas 2-3 personnes qui ont de contrat. Donc, ça fait que sur le plan de performance, il y a un grand problème dans le métier de journalisme. Mais par contre, il y a des gens comme nous qui sommes arrivés, peut-être que parce que nous ne sommes pas des journalistes, que nous faisons beaucoup d'efforts, que les autres ne le font peut-être pas. Parce que moi, je pense qu'en tant que journaliste, c'est un métier très difficile. Le journaliste, ce n'est pas un métier facile, non, mais c'est un métier difficile parce que tu dois avoir une connaissance assez large sur plusieurs sujets, donc une bonne culture générale, en fait. Donc, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit vraiment être à jour. Et aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si on va revenir dessus,
Moi, quand j'ai créé un média dans le sport, c'est parce que je suis dans le métier, c'est parce que je suis dans une rédaction. Et quand je lis les articles des autres confrères sur le sport, mais j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Parce qu'en tant que sportif, en tant qu'ancien footballeur, et quelqu'un qui est vraiment fondamentalement dans le métier, dans le sport, quand je lis les autres confrères écrits sur le sport, moi, j'ai envie de... ça ne marche pas, quoi. Alors, j'ai dit, mais il faut que je crée un média dans le sport. C'est comme ça que j'ai créé un média dans le sport. Parce que chaque discipline a son langage. Tu vois? Ce n'est pas parce que tu sors aujourd'hui de l'école de journalisme, que ce soit à Niamey ou bien à Yaoundé ou bien où je ne sais pas d'où, et que c'est suffisant, par exemple, d'écrire sur le rap, par exemple. Tu vois, le rap a son langage. Il y a des trucs que tu dois connaître. Que ce soit le rap, que ce soit la musique, il y a des langages. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, quand toi et moi, on est là, on peut parler des jargons, machin. Quand tu écris, quand tu parles de hippie, tu parles de l'album, d'un mixtape, tu parles de trucs, c'est la même chose. Et là, quelqu'un qui ne s'y connaît pas ne peut pas écrire dessus. Au Tchad, on a l'habitude de dire, il y a une histoire qu'on raconte souvent, quand les artistes musiciens, par exemple, lancent leur album et lors d'une conférence, nous qui sommes dans le milieu également de la culture, on rigole parce que les journalistes qui sont venus pour assister à la conférence, la seule et unique question qu'ils posent, ça continue jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ils posent à l'artiste, mais à part la musique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vois, et ça nous fait rigoler parce que les gars n'ont pas d'autres questions à poser. Ils demandent juste à l'artiste, à part la musique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'ils ne connaissent pas comment poser des questions par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, le métier, il est très, très exigeant. Et aujourd'hui, c'est dommage quand même qu'avec l'arrivée des outils du numérique aujourd'hui que nous utilisons, beaucoup de journalistes ne se sont pas mis à jour. Tu vois? Et comme j'ai l'habitude de dire, le monde avance et ça ne nous attendra pas. Ok, d'accord. Et maintenant, pour parler de peu le média sportif dont tu parles, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces médias-là? Et puis, avant qu'on ne tombe en plein dans les JO et ton regard sur nos représentants et voilà, ce qu'ils font ici. Oui, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Bon, il y a un sujet que je ne parle pas du tout parce que j'ai créé un média. Après, ça a devenu... c'était aller dans les polémiques de tout genre. Et je ne parle pas toujours, mais je me connais et je connais tous ceux qui me connaissent, les proches connaissent la vérité. Et j'étais quand même l'un des précurseurs ces dernières années à créer, il y a 4 ans, un média dans le domaine du sport. Malheureusement, je n'ai pas su m'entourer de personnes qu'il fallait. Et après, je suis parti. Mais j'ai créé notre média en ce moment, qui est en ligne, qui s'appelle Galaxy Tribune. Et donc, c'est une plateforme multimédia où je parle de la promotion du sport tchadien dans toute sa diversité. Et je fais aussi beaucoup dans les vidéos aussi. Voilà, donc ça s'appelle Galaxy Tribune. Galaxy Tribune parce qu'à N'Djamena, on a notre seul et unique stade, Idriss Mamadouya, il y a une tribune qu'on appelle Galaxy. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bah oui, voilà, donc c'est la tribune populaire qui est au soleil. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, comme la plupart des jeunes de l'époque, il n'y avait pas d'argent pour aller regarder les matchs de Sao. Alors, on saute les murs pour aller rester à la tribune Galaxy, ou bien il faut aller très tôt se cacher quelque part, toute la matinée, attendre le soir pour regarder les matchs là-bas. Et comme le stade est en rénovation en ce moment, je me suis dit qu'ils vont casser d'un moment à l'autre et qu'on ne parlera plus de la tribune Galaxy. Et pour l'immortaliser, j'ai nommé mon média Tribune Galaxy, voilà, qui est en ligne et que j'essaye de faire ce que j'ai à faire. Et pour moi aussi, c'est ma passion parce que ma passion de footballeur, je suis en train de la revivre à travers le sport, à travers le journalisme sportif. Et donc, c'est vraiment la passion. Ouais. D'accord. Et maintenant, pour revenir au JO et à nos représentants, quel est ton regard sur déjà notre participation dans son ensemble? Parce que lorsqu'on observe, il y a presque un procédé presque établi de chaque pays où les athlètes qui sont sélectionnés
qui font souvent des camps dans leur pays d'origine, qui ont 2-3 voyages peut-être à l'étranger pour se préparer et peut-être communiquer un peu comme les Américains sont allés à Abu Dhabi pour jouer des matchs ou à Londres, avant même d'arriver à Paris. Et donc, il y a comme une sorte de campagne internationale qui accompagne et qui crée une communication autour de leur participation. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que on n'a pas eu de visibilité sur les préparations déjà. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui, les gens arrivent un peu en rang dispersé, même s'il y a une délégation officielle qui est arrivée et tout ça. En termes d'athlètes, il y a un peu cette impression-là. Et peut-être parce qu'il n'y a pas de communication peut-être uniforme autour, ou je ne sais pas plus que ça. Donc, je voulais juste savoir quel est ton regard sur justement notre participation en termes de notre préparation jusqu'à ce que nos athlètes arrivent ici pour la compétition. Bon, en fait, je pense que là, c'est... tu sais, au Tchad, il y a beaucoup de problèmes parce que quand tu essayes de dire un certain nombre de choses, on va peut-être pas bien comprendre. Mais je crois que sur le niveau local, quand même, il y a eu un certain nombre de communications. Il y a eu des conférences et tout. Et peut-être pour nous qui sommes vraiment dans la chose, on suit de près l'évolution. Parmi les 3 athlètes qui participent aux Jeux olympiques tchadiens, il y a Betouji Valentin qui vit en France déjà depuis un moment donné. Donc, lui, il a eu une bourse d'universalité. Donc, les Jeux olympiques sont conçus de telle façon que tous les pays du monde participent. Et donc, que ce soit qualification ou non, tu peux toujours avoir la chance de représenter ton pays. Et donc, Betouji, il a eu un certain nombre de points qui lui permettent d'être sélectionné, d'avoir la bourse pour prendre part à ces JO. Et c'est la même chose chez... Même le Demos aussi, en judo, la judo 4 aussi, qui a eu cette même bourse. Et il y a aussi Israël Madaï qui est champion d'Afrique. Ouais, il est champion d'Afrique à Tunis. En Tunisie, il avait eu le titre en mix avec Maria Alas, qui malheureusement n'a pas pu remplir toutes les conditions pour être aux Jeux olympiques. Et donc, Israël, lui, il est en France il est en stage ici depuis très longtemps. Voilà, donc seulement on n'a pas assez communiqué autour pour montrer aux gens, mais il est en stage depuis très longtemps ici. Betouji Valentin aussi qui est en stage ici en France. En ce moment, il est au Kenya pour la dernière étape avant de se rendre ici à Paris pour continuer la compétition. Donc ces gens, ils ont quand même eu à bénéficier. Des mots, je ne sais pas trop, je ne vais pas dire un truc que je ne connais pas, mais je ne me suis pas trop renseigné sur sa préparation. Et ce que moi, peut-être que je déplore, c'est que normalement, le comité olympique doit donner des informations au public, aux médias. Parce que c'est vrai, le comité a une page et autre, mais ça ne suffit pas. C'est une page de l'institution. Parce que le comité olympique n'est pas un média pour parler de certain nombre de choses. Et donc, ce qui doit lieu à faire, c'est que quand il y a des informations comme ça, c'est facile d'avoir un annuaire des médias. On fait un truc email groupé, on partage aux journalistes afin qu'ils puissent relayer aussi. Moi, je ne me cache pas, mais il fallait que j'appelle quelqu'un. Bon, c'est vrai, j'ai la chance aussi de connaître tout le monde. J'appelle pour demander est-ce que telle information est vraie, est-ce que je mets la pression pour me permettre d'avoir les infos. Mais ceux qui n'ont pas de proximité avec eux ne peuvent pas l'avoir. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions que parfois moi je n'arrive pas à répondre. Donc peut-être qu'à ce niveau, il y a quand même un petit truc qu'il faut voir avec le comité afin que l'information soit vulgarisée autour de... par exemple, il y a la polémique autour de nombre de délégués qui sont arrivés. Tu lis partout qu'il y a 33 délégués, parmi lesquels il y a 3 athlètes. Et ça devient aussi... Et au Tchad également, on a cette manie-là de dénigrer, tu vois. Ce que les gens oublient, c'est que quand il y a des compétitions internationales de ces gens, que ce soit la CAN, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit l'Euro, que ce soit les Jeux olympiques notamment, il y a toujours de la délégation. Parce que ces genres d'événements, il y a des, en marge de ça, il y a des conférences, il y a des rencontres autour. Donc, c'est bien normal qu'il y ait des délégations. C'est pas pour rien que quand il y a les finales de la Ligue des Champions, que ce soit la finale de l'Euro, il y a des délégations tchadiennes qui viennent assister à la finale de l'Euro, par exemple. Pourquoi eux, ils viennent alors que nous sommes en Afrique? C'est pour dire qu'il y a des choses, il y a des rencontres.
Par exemple, il y a des réunions de la FIFA qui s'est tenues pendant les Jeux Olympiques Paris. Il y a tellement de rencontres. Donc, les gens essayent de... Ce n'est pas que je défends le comité olympique, ce n'est pas que je défends l'État tchadien non plus, non. Mais je dis ce que je connais. Et moi-même, les gens pensent que je suis venu dans la même délégation parce qu'on a dit, mais pourquoi nous sommes ramassés 33 pour être là alors que non? Parce que moi-même, je souffre pour avoir des informations auprès de causes. Donc, je n'appartiens pas à un truc et que je n'ai rien à défendre, mais je dis la vérité, en fait. Et donc, à ce niveau, par exemple, là, tout le monde parle et tout, c'est au cause le comité olympique de communiquer avec le public. Et la meilleure façon de communiquer avec le public, c'est de passer l'information aux médias. Tu vois, aux médias, à des pure players, peut-être même à toi. Tu vois, des gens qui font des choses un peu partout, certaines pages, pour que, que la vérité soit dite. Parce que l'accès à l'information est un droit. Ouais. Je pense que je rebondis là-dessus pour formellement adresser une invitation, que ce soit d'abord aux athlètes, parce qu'ils ont des aspirations, ils ont presque jamais l'occasion de dire ce qu'ils veulent faire, ce que ça représente que d'être un candidat du Tchad, issu du Tchad, au comité olympique, peut-être pour avoir une meilleure visibilité, leur vision, pas que pour ces Jeux, mais j'ai vu des accords qui sont déjà signés pour Los Angeles 2028. Aussi les autorités politiques qui, aujourd'hui, la dernière fois que j'étais en N'Djamena, le ministre a parlé de ses aspirations pour le sport. C'est peut-être l'occasion en tout cas, je formule cette invitation pour que s'il accepte, ce sera l'occasion de venir dire exactement, il aura le temps d'étaler sur ce qu'il a envie de faire, tout ce qu'il a comme aspiration, et peut-être que d'autres personnes peuvent participer pour essayer d'opérationnaliser ça. Donc, c'est un peu ça, j'en profite pour adresser l'invitation à toute la délégation tchadienne. Celui qui est disponible, je suis là, la plateforme, elle est là, elle peut venir ici pour qu'on puisse échanger. Je voudrais qu'on puisse switcher un peu maintenant une autre facette de ton métier, notamment un aspect de... Tu es peut-être l'expert de la désinformation au Tchad. Et aujourd'hui, lorsqu'on navigue un peu les différentes plateformes d'information ou les réseaux sociaux, ou en tout cas, même si c'est Google, ou en tout cas là où on va chercher de l'information, il faut être outillé pour essayer de savoir qu'une information est vraie ou pas. Tu as un peu essayé peut-être que tu as déjà un peu titillé en disant comment il fallait appeler des gens parfois pour avoir la bonne information. Mais déjà, c'est quoi la désinformation et comment ça fonctionne? Déjà, pour qu'on puisse comprendre avant d'aller plus en détail ce que c'est que la désinformation. Bon, la désinformation, c'est un ensemble de techniques de manipulation, que ce soit des photos, des vidéos, des textes qui poussent, que les gens utilisent pour propager une fausse information. Une fausse information dans le but de conduire les gens en erreur. Donc, la désinformation, en bref, par définition, c'est une information manipulée. Voilà, à ne pas confondre avec la mésinformation, qui est aussi une sorte de désinformation, mais qui se font de façon involontaire. Parce qu'il y a des gens qui partagent une fausse information, mais pour eux, ils savent que c'est une vraie information, alors qu'en réalité, ce n'est pas une vraie information. Là, on appelle la mésinformation. Mais la désinformation, c'est une information manipulée dans le but d'induire quelqu'un ou quelque chose en erreur, de façon intentionnelle, de façon sciemment. Voilà. Donc, c'est un phénomène mondial et aujourd'hui, on en parle beaucoup au Tchad, mais ce n'est pas qu'au Tchad, c'est un phénomène mondial et très récemment, comme je travaille sur le sujet depuis un certain nombre de temps, et même en France, il y a presque une centaine de sites de désinformation ici. C'est beaucoup de médias. Et même pendant les jours, il y a des fausses informations qui circulent pour manipuler l'opinion publique. Et aujourd'hui, avec la politique française aussi qui est en pleine turbulence en ces moments. Et donc, il y a des gens qui profitent également pour propager des fausses informations. Et souvent, au Tchad, les gens pensent que non, c'est parce que c'est un problème du Tchad. Non, c'est un problème mondial, la désinformation. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, toi, en tant qu'expert, je sais que peut-être qu'il y a beaucoup d'indicateurs, mais qu'est-ce que tu peux déjà nous dire sur les signes qui peuvent permettre de reconnaître qu'effectivement, il y a peut-être des informations ici? Bon, les signes, ça dépend parce qu'aujourd'hui, quand tu navigues sur Internet et que tu es un internaute averti,
tu sauras que telle information, elle est fausse. Si tu fais un peu d'effort. Donc, souvent, quand je forme des jeunes, parce que moi, j'ai été formé pour la petite histoire, hein, par Facebook. J'ai été formé par une équipe des experts chez Facebook Afrique. Et au Bénin, en 2019, la même année, après, je suis allé à Dakar. Et où, pendant une année, pendant presque la période de Covid, je formais les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme sur toutes des questions du numérique. Et donc, notamment sur l'hygiène numérique, sur la sécurité digitale, la désinformation et tout ça. Et la lutte contre la désinformation et l'hygiène numérique vont de pair. L'hygiène numérique, c'est comment? C'est la manière de se connecter, la manière de surfer sur Internet, la manière de chercher les informations. Donc, c'est un truc qui doit être un réflexe pour ne pas que tu tombes dans des fausses informations. Voilà, donc c'est une question d'habitude. Aujourd'hui, par exemple, un truc très simple au Tchad, où dans les groupes WhatsApp, tu vas te lever un matin, on dit que Ethiopian donne des billets d'avion gratuits à 50 personnes, dont il faut partager cette information. Tu vois, quand ça tombe, par exemple, dans les mains d'Éric, je suis sûr que tu ne vas pas le faire. Ça veut dire que tu as un certain nombre de niveaux de compréhension que tu te dis, mais non, mais ce n'est pas possible. Ou il y a des gens qui n'ont jamais postulé à une bourse, mais qui se lèvent un matin, ils trouvent un mail en disant que voilà, j'ai eu une bourse pour étudier aux États-Unis, en France et tout ça. Et quand tu as une bonne hygiène numérique, tu ne peux pas tomber dans ces pièges-là. Et c'est la même chose sur l'information. C'est la même chose sur l'information. Donc, il y a des infos comme ça que les gens... sur Internet, il faut douter d'abord. La première des choses à faire sur Internet, c'est de douter d'abord de quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend les jeunes à travailler sur leur esprit critique, à la manière de consommer l'information. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des acteurs de l'information. Avant, on était des consommateurs. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, on est devenus tous des acteurs de l'information. Mais ce n'est pas pour autant dire que le métier de l'information, le métier des journalistes va disparaître, non. Mais ça pourra renforcer également le métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vérification de faits que nous faisons aujourd'hui, que moi je fais, où on peut appeler ça du fact-checking, c'est de toujours vérifier une information avant de la partager. Et, par exemple, prenons l'exemple des athlètes qui sont venus aux Jeux Olympiques. Quand tu vois le début même de l'information, tu as envie de rigoler parce que voilà, c'est quelqu'un qui a écrit comme ça et puis après tout le monde partage. Aucune source. Aucune source. Et il y a les médias qui sont tombés dedans. Or, ils peuvent appeler la source parce que la première des choses, pour répondre à ta question, la première des choses, quand il y a une information et que tu n'es pas sûr, il faut chercher la source. Donc, c'est de vérifier, par exemple, est-ce que d'autres médias, d'autres canaux de communication ont partagé la même information. Un exemple très simple. Quand je vois une information sur, comment on appelle, Tchad Info, j'essaie de vérifier sur le Ndjam Post, j'essaie de vérifier chez Journal Le Pays, ainsi de suite. Et si ces médias aussi relaient la même information, c'est déjà un indicateur. Ça veut dire que progressivement, certainement, c'est une bonne information. Après, il y a d'autres sources aussi. Par exemple, quand tu apprends qu'à Béché, il y a une telle maladie, par exemple, maladie de dengue, la dengue, je ne sais plus, la première des choses à faire, quand tu tombes sur une information comme ça, sur les réseaux sociaux ou bien dans un média, c'est de chercher, est-ce qu'il y en a d'autres médias parlent. Si les autres médias ne parlent pas, c'est de chercher des sources officielles. Et donc, les sources officielles, quand il s'agit de santé, c'est le ministère de la Santé. Ils ont une page Facebook. Il faut vérifier, est-ce qu'ils ont publié des trucs pareils ou non. Ou bien c'est d'appeler quelqu'un. Voilà, donc ce que je dis souvent quand je forme les gens, je dis que non, la vérification de l'information, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit vérifier une information. Donc ce n'est pas destiné aux vérificateurs de faits, ce n'est pas destiné forcément aux fact-checkers. Mais chaque consommateur d'Internet doit vérifier une information avant de la partager. Sinon, il y a beaucoup de conséquences. OK. Maintenant, il y a un aspect de la désinformation que je voudrais évoquer avec toi, c'est les croyances populaires qui sont un peu figées face à la désinformation. Ça veut dire peut-être que la désinformation est telle qu'il y a des informations qui sont considérées comme acquises par la masse. Et après, on se rend compte peut-être que si moi, je peux dire par exemple que telle information n'est pas vraie, et je peux dire, je veux utiliser un exemple, c'est un peu en ce moment la vague populaire de
on n'aime pas la France. Ça veut dire qu'on peut facilement, pour la masse, faire passer tellement d'informations ridicules. Ouais. Et moi, je peux regarder et puis je dis, mais ça, c'est pas une vraie information. Ouais. Peut-être parce que j'ai juste la vraie information. Justement. Peut-être parce qu'on a dit qu'il y a quelque chose qui se passe à Paris. Je dis, mais je suis à Paris, il n'y a rien. Ouais. Si je dis que c'est faux, au lieu de me prendre au mot, c'est fini, ça devient une campagne de oui, c'est parce qu'il aime la France qu'il fait ça, alors que objectivement, c'est pas une vraie information. Ouais. Et il n'y a plus personne qui voudrait, ne serait-ce qu'écouter ce que j'ai à dire, parce que c'est plus facile, c'est plus populaire d'aller avec cette fausse information plutôt que de la remettre en question. Donc, quel est ton regard sur un peu ce phénomène où il y a des croyances populaires qui peuvent s'opposer justement à la véracité de l'information, qui, elle, peut-être est plus déplaisante? Oui, mais tu sais, moi, en tant que vérificateur de faits, j'ai été déjà victime de ces choses-là. Même très récemment, hein, c'est une question de logique. Bon, on dit vérification de faits. Si la personne ne veut pas, elle n'a qu'à aussi vérifier. Ils ont dit que la Tour Eiffel a pris feu, non? Mais voilà, ça a tourné, mais je rigolais seulement. J'ai dit que non, si la Tour Eiffel prend feu, ça c'est un truc mondial. Tout le monde, les vrais médias vont parler. Et même très récemment, on a dit que Céline Dion était sur un fauteuil roulant. Et tu vois, il y en a beaucoup, il y en a mais beaucoup. Moi, s'il y a un truc que j'appelle peut-être la francophobie. À la francophobie, peut-être le fait de ne pas aimer les Français. Et voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y en a des gens qui souffrent de cette maladie. Peut-être c'est ça, parce que il y en a tellement. Et pendant que je formais des jeunes sur le projet des Infox, peut-être on va en parler de ça. Le projet a été financé par CFI, qui est une agence de développement des médias français. Avec l'appui de l'ambassade de France, la maison des médias au Tchad, l'AMA, qui est aussi la haute autorité des médias au Tchad, un partenariat technique avec Wenac Labs, qui est un hub digital et tout, et l'ambassade de France notamment au Tchad. Mais on a eu des choses lors de nos publications, que voilà, former les jeunes sur la désinformation. Moi, j'ai eu des attaques. Il dit que non, mais c'est la France qui est derrière la désinformation et tout et tout. C'était même horrible. Mais moi, je suis un formateur. Moi, j'ai été formé pour partager ce que je partage avec les jeunes pour qu'eux, ils puissent avoir un comportement responsable sur les réseaux sociaux. Le reste, ça ne me regarde pas. Le reste, ça ne me regarde pas. Et il y a des techniques que j'ai démontrées avec des outils de vérification de faits, certaines vidéos qui circulent dans le Sahel, par exemple, où on dit que oui, c'est la France qui arme les terroristes et tout et tout. Mais il y a des techniques, tout le monde peut vérifier une telle information. Et c'est les mêmes vidéos que les gens partagent. C'est ces mêmes vidéos, on essaie de vérifier ensemble. Ces vidéos sont fausses. Mais ces gens disent que non, c'est toi qui as tort. Donc, tu vois, à un certain niveau, si aujourd'hui, on te dit que cette fenêtre, elle est blanche, et que le type, il te dit que c'est noir, et que tu acceptes, et que c'est blanc, mais lui, il dit que c'est noir, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc, c'est des choses que nous faisons face, tout le monde. Et s'il y a des gens qui veulent connaître la vérité, ils connaissent. Voilà, moi, on te dit même que je suis pro-français. Mais c'est pas un problème, ça. La difficulté pour moi, c'est un peu ça. Que je sois pro-français ou pas, ça, c'est une question légitime, je pense, d'une certaine façon. Mais on peut être pro-français et critiquer, tout comme on peut être complètement pro-tchadien et s'assurer simplement que, quelle que soit l'origine de l'information, comme ton cas, tu veux t'assurer que les gens aient accès à la bonne information. Absolument. Mais parce que les gens étaient formatés d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est très impopulaire. Ne t'inquiète pas, j'étais taxé des mêmes choses, simplement parce que j'ai cité la source, une des sources, c'est un centre de recherche qui s'appelle CESA, qui a établi effectivement que en Afrique, le premier en termes de désinformation, c'est la Russie avec 80 campagnes bien identifiées. Ça, c'est officiellement identifié. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore identifiées. Après, il y a la Chine et puis il y a les Émirats. C'est les top 3 en Afrique en termes de désinformation. Parce qu'effectivement, il y a un constat que la France est en perte de vitesse. Donc, il faut enfoncer le clou pour libérer le terrain et occuper. Et quitte à donner les mauvaises informations, à monter des fausses vidéos, tout ce qui vient avec. Et lorsqu'on fait sortir ces informations, il y a eu une vague justement qui dit oui, c'est parce que tu vis en France que tu dis ça. C'est toi, c'est parce que tu es pro-français que tu dis ceci. Pas que ça me gêne spécialement parce que je sais bien...
que ce sont des accusations, c'est des raccourcis trop faciles parce qu'on n'a pas envie de discuter. Mais aujourd'hui, ça m'inquiète un peu de l'état d'esprit général. Aujourd'hui, on a vraiment, comme je dis tantôt, objectivement, des vraies informations qu'on choisit de rejeter, tout comme on a des fausses informations qui sont faciles à croire. Et c'est comme si aujourd'hui la masse décide d'aller avec ce qui est populaire, avec vraiment des raccourcis. Et d'ailleurs, lorsqu'on échange pour demander qu'est-ce que vous reprochez spécialement à la France, par exemple, même pour ceux qui sont complètement des radicaux, très peu sont capables d'articuler. Mais comme c'est populaire d'aller dans ce sens, les gens préfèrent s'allier un peu, une sorte de choisir la facilité que de voir. Parce que quand on voit les vidéos d'IA ou les images IA, parfois c'est très évident, mais les gens partagent et quand on leur dit mais c'est évident que ce n'est pas une vraie photo, ça crée souvent des débats qui n'ont même pas lieu d'être. Donc, c'est un peu cette inquiétude. Quelle est, pour toi qui adresse les questions de désinformation principalement, quelles sont pour toi les techniques utilisées souvent pour les désinformations des campagnes? Est-ce que quels sont les outils et les techniques qui sont souvent mises en œuvre dans la désinformation en Afrique de façon générale? Je pense que tu as déjà, dans ton introduction, tu as déjà tout dit, tout répondu à la question. Aujourd'hui, par exemple, dans le Sahel, il y a une vaste campagne de désinformation. Le Sahel, aujourd'hui, qui est une région très, très riche, qui est vaste, mais aujourd'hui, qui fait face à beaucoup de défis. Et parmi ces défis, il y a la migration, il y a la pauvreté aussi, et il y a les conflits armés. Mais aussi, le Sahel est devenu également un théâtre de guerre de puissance aussi. Et parmi ces puissances, notamment, tu as évoqué la France, la Russie, même les États-Unis aussi, qui sont dans cette partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, prenons par exemple le cas du Sahel et notamment le Mali, par exemple, où il y a tellement de fausses informations qui circulent dans la blogosphère au Mali, mais c'est incroyable. C'est incroyable parce que moi, si... c'est normal, chacun a son idéologie, hein, chacun est libre. Mais les faux discours qu'on veut faire avaler à la jeunesse africaine, je pense que c'est ça qui est dommage. J'ai toujours l'habitude de dire que moi, je ne nie pas l'histoire. Je ne nie pas qu'il y a eu la colonisation, l'esclavage. C'est des faits. Je ne nie pas cette histoire. Mais aujourd'hui, les gens profitent de tout ce qui s'est passé pour imposer d'autres idéologies, mais en passant par des fausses informations. C'est très dommage quand même. Il y a tellement de fausses informations dans la sous-région qu'aujourd'hui, la seule façon pour aujourd'hui de gagner en popularité, c'est de dire que la France dégage. Ça marche, ça paye bien. Mais ce que les gens ne connaissent pas, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière ça, qui sont payés pour faire ce travail. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui ne maîtrisent même pas le débat politique, mais qui sont payés pour faire le travail parce qu'ils sont des influenceurs, parce qu'ils sont qui ont des milliers de vues. Il y a beaucoup de jeunes comme ça en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina et autres. Moi, je suis d'accord, je ne condamne pas leur vision, mais les fausses informations, il y en a tellement beaucoup. Et ils pénètrent même le marché des médias traditionnels. Il y a beaucoup de médias au Tchad aujourd'hui qui reçoivent des articles commandés pour la désinformation. Et là, moi, j'en connais mais beaucoup, parce que c'est mon travail. Tu vois, il y a des articles, clairement, tu lis, mais c'est des articles d'opinion. C'est des articles d'opinion, ce ne sont pas des articles de faits, parce que le journalisme doit se baser sur des faits. Mais c'est des articles d'opinion qui te disent clairement que voilà, la France qui a brûlé la poudrière, c'est la France qui arme les terroristes et consorts. Et toutes ces informations, quand on vient sur le plan technique, on utilise les logiciels de traitement, de vérification des faits, sont toutes fausses. Voilà. Donc, c'est un phénomène inquiétant aujourd'hui dans la sous-région. Et moi, tout ce que mon combat, c'est d'établir la vérité, ce que je fais. Mais c'est vrai, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fact-checkers au Tchad. Mais il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ont été formés, qui aujourd'hui doivent continuer le travail de vérification des faits. Et donc les gens sont dans cette histoire que non, la Russie doit remplacer. Bon, peut-être que je ne veux peut-être pas parler de politique, mais ce que les gens ignorent aussi, c'est que la Russie aussi est toujours du côté de celui qui tient les armes.
Parce que, voilà, aujourd'hui, 21e siècle, tu ne peux pas changer de maître. Bah oui. Nous sommes en 21e siècle. Ah. Et donc, si maître il y en a, aujourd'hui, c'est de renégocier les accords. Je suis l'actualité du Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays que je connais très bien pour avoir été plusieurs fois. Et que c'est un pays que j'adore sa politique et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les panafricanistes sont fâchés contre l'actuel président et son ministre parce que pourquoi ils n'ont pas chassé la France? Non, mais ce n'est pas ça. Ils ne sont pas venus pour chasser les puissances. Ils sont venus pour l'intérêt du peuple sénégalais. Et donc, c'est de s'asseoir avec l'ancienne colonisation, puissance colonisatrice, et renégocier les accords. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal. Et c'est comme ça que j'aurais aimé que ça se passe également dans notre pays. Ça se passe également dans notre pays comme le Tchad. Pourquoi pas? S'il y a des accords qui lient le Tchad et la France, et que ces accords sont caducs, et que ces accords font 50 ans, 60 ans aujourd'hui, il faut les revoir dans l'intérêt du Tchad. Et c'est ça le combat que moi je mène. Moi, j'ai des discussions avec les Français, mais parfois c'est houleux. Parfois c'est très houleux. Voilà, parce que j'ai dit beaucoup de vérités sur certaines questions. Mais je ne pense pas qu'au XXIe siècle, je dois changer de maître. Au Tchad, on te dit qu'il y a 11 bases militaires. Une fois, j'ai rencontré quelques personnels de l'ambassade. Je dis, est-ce qu'on a combien de bases? On dit qu'il y a 3 bases militaires. Il y a 3 bases. Et j'ai vu les 3 bases militaires françaises au Tchad. Donc, il y a une base à N'Djamena. La plus grande base, c'est à N'Djamena. Il y a une deuxième base qui est à Béché. Il y a une troisième petite base qui est à Faya-Largeau. Et aujourd'hui, quand les gens te disent qu'il y a une base à Mao, à Mbaye-Bokoum et autres, tu leur demandes, mais c'est où les trucs qui vont jamais te donner la preuve? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois. Donc, c'est pas que peut-être nous sommes en train de défendre la France, mais c'est les faits. Parce qu'il faut qu'on reste dans les faits. Et quand on te dit de rester dans les faits, tu ne vas jamais trouver la... Mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que c'est plus solide, c'est plus intéressant de combattre une puissance par la réalité des choses que de monter des informations qui sont facilement démontables, en fait. Si tu viens avec une fausse information pour dire, c'est facile de démontrer que ce n'est pas une vraie information, que de dire, voici la réalité des choses, et voilà pourquoi on n'est pas d'accord, voilà pourquoi il faut faire évoluer les accords. Moi, comme tu l'as dit tantôt, pour moi, je tire chapeau au Sénégal. Tout le monde peut raconter ce qu'il veut, mais la responsabilité du président du Sénégal est d'abord à l'encontre du peuple sénégalais. Et aujourd'hui, même ce que les gens oublient en relations internationales, il n'y a vraiment pas d'amis. Et ça, c'est connu, c'est une citation qu'on cite et je ne sais pas si tout le monde a l'idée de ce que ça représente. On dit qu'on ne veut pas de la France, on va aller vers la Russie. OK, si on va vers la Russie, les gens oublient que la Russie travaille avec la France sur des questions politiques, sur plein de domaines où il y a une coopération. Ça veut dire qu'on va couper une coopération, aller vers la Russie et puis revenir vers la France à travers la Russie. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? C'est pour dire que oui, c'est peut-être des combats légitimes, c'est des postures qui sont respectables, hein, parce que chacun a sa vision, son expérience, son vécu, ou ses intérêts personnels ou nationaux. Mais il y a un élément moi, je respecte beaucoup la décision et la mesure. Parce que dès que j'ai entendu le discours du président du Sénégal, j'ai dit, mais ça, c'est un homme d'État. Quelqu'un qui a compris qu'effectivement, ce ne sont pas avec du bruit, ce n'est pas avec une passion débordante qu'on négocie et qu'on défend ses intérêts. Mais en relation internationale, c'est calmement qu'on arrive, on pose ses conditions, on négocie et puis on va. Si on fait du bruit, en général, c'est parce que c'est déjà gâté et qu'il y a eu échec. Donc, pour moi, ça, c'est normal qu'il y ait cette posture et je tire toujours chapeau au Sénégal pour tellement de leçons de gestion d'un pays qu'on vient du Sénégal. Et il nous donne toujours, donc vraiment, c'est exceptionnel. Le Sénégal nous donne toujours des leçons de démocratie et de la politique aussi. Et je pense que le radicalisme ne sert à absolument rien. Le radicalisme ne sert absolument à rien. Nous sommes en 21e siècle. Tu vois, nous sommes en 21e siècle. Et en 21e siècle, on est dans un monde globalisé. Et on ne peut pas se dissocier des autres pays. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se dissocier en disant que voilà, nous, on ferme notre frontière avec tel pays. Non, ça ne marche pas. Ce que les gens oublient, les Français qui sont en Afrique sont payés par l'État français. Les soldats russes qui sont en Afrique sont payés par les États africains. Et la Russie n'envoie pas ses soldats en Afrique. La Russie envoie des militaires, des mercenaires. Non, c'est militaire.
Tu vois? Donc, il y a ces débats, c'est que c'est le genre de débat où tout le temps, tu vas te fâcher parce que il y a des gens qui sont radicales, tu vois, qui sont carrés parce que c'est ça, c'est comme ça. Et tu peux pas discuter avec eux. Moi, j'en ai, mais c'est tous les jours. Et souvent, tu te dis, mais on est où là? Tu vois? Donc, franchement, c'est que aussi, tu vois, les gens profitent également de notre niveau d'alphabétisation. Et il y a beaucoup de panafricanistes qui font des vidéos qui sont ici, en France. Mais chaque vidéo fait regarder par des milliers de gens en Afrique, mais eux, ils vivent avec ça. Ben oui. C'est parce qu'ils vivent avec ça. La dernière fois Ces vidéos sont rémunérées. Ben bien sûr. Sont rémunérées, ce n'est pas gratuit. Et donc, quand le Tibi dit que voilà, je vais parler de la présence française au Tchad, mais des milliers de jeunes Tchadiens sont scotchés pour regarder cette vidéo. Les influenceurs des relations internationales, ça c'est une nouvelle Voilà. catégorie ça. Voilà. La dernière fois que j'ai échangé avec quelqu'un, je lui ai posé une question qui a mis fin à notre discussion parce que je lui ai demandé, essayons juste de remplacer un peu actuellement, si on remplace Paris par Moscou. Est-ce que quelqu'un imagine un Africain vivant à Moscou en train de faire des vidéos chaque soir sur TikTok où il insulte la Russie et puis il dit, écoute, c'est pas... Mais c'est pour dire effectivement, au-delà de défendre la France ou pas, ce qui est une position, mais tout le monde semble un peu aveuglé par ce côté populaire de la posture anti-française, qu'on laisse passer tout. Et aujourd'hui, on ne dit même pas aux gens ne suivez pas la Russie. Ce n'est pas ça le message en réalité. Le message, c'est est-ce que vous êtes sûr là où vous partez? Est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on est vraiment... Aujourd'hui, les pays qui se sont engagés avec la Russie, c'est un peu des cobayes. Ça peut très mal se terminer, tout comme ça peut très bien se terminer. On ne sait pas encore. Donc, c'est quoi l'intérêt de vouloir embarquer tout le monde dans un combat dont on ne connaît pas encore l'issue? Attendons, donnons-nous 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être que si tout se passe bien, les autres emboîteront le pas naturellement ou feront évoluer les relations avec la France. Tout comme c'est des possibilités qui, aujourd'hui, sont infinies. Mais il y a tellement de pression là-dessus que pour moi, je vois un peu un danger, déjà même pour la stabilité de nos pays, justement avec ces tensions ou ces messages vraiment faux qui circulent un peu partout. Peut-être en dernier, pour essayer d'aller au bout de notre échange, c'est voir les dangers que cela représente. Aujourd'hui, on parle de la désinformation et ce qu'il y a, mais peut-être que j'ai un peu brièvement touché ça. Mais quels sont les risques vraiment aujourd'hui si on a, à force de laisser des fausses informations, quel est selon toi le danger pour nos États, pour nos démocraties, pour la sécurité dans nos pays? Les dangers sont énormes. Hein. Les dangers sont énormes, même à l'échelle nationale déjà. Par exemple, pendant les événements malheureux du 20 octobre 2022, qui ont eu lieu à N'Djamena, il y a une vidéo, il y a une photo de quelqu'un qui est en train d'être massacré. Une photo où on voit un homme en boubou et puis d'autres gars qui portent des chemises et autres comme toi et moi en ce moment. Et on dit que le type qui est en bas est en train d'être décapité par les sudistes. Donc ce sont les sudistes chrétiens qui sont en train de tuer les musulmans du Nord pendant les événements. Et tu vois, c'est une fausse vidéo, une fausse photo qui est venue de la Centrafrique, un truc comme ça. Et donc, imagine le danger d'une telle information, d'une telle désinformation. Cette simple photo a failli mettre le feu au Tchad. Et donc, la désinformation peut mettre à sang et à feu un pays. Et il y en a beaucoup. Et aujourd'hui également, dans la crise dans le Sahel, avec la guerre des puissances, la Russie et la France, ça peut déstabiliser toute une nation. Ça peut déstabiliser la démocratie dans les pays. Donc, il y a tellement de causes. Et la désinformation fait aussi à ce que les gens n'aient pas confiance en leur État également, dans leur gouvernement. Donc, les conséquences sont tellement énormes. C'est pour ça, aujourd'hui, les combats que nous menons ainsi là ne suffiront pas parce que ça doit être un engagement de nos États. Parce que l'État aussi doit s'engager à lutter contre la désinformation. Et là, ça commence par l'éducation aux médias. Parce que souvent, au Tchad, par exemple, quand il y a un truc, on coupe l'Internet, on coupe les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas comme ça. On lutte contre les fausses informations ou bien qu'on lutte contre les dérives liées à l'utilisation d'Internet.
Mais les dérives liées à l'utilisation d'Internet peuvent être contrées et luttées seulement grâce à l'éducation aux médias, et donc par une hygiène numérique, et aussi par la lutte contre la désinformation dans les établissements scolaires, dans les centres de jeunes, et ainsi de suite. Et les dangers sont énormes. D'accord. Je pense qu'on arrive au bout de cet échange. Il y a tellement, il y a beaucoup plus, il y a tellement plus de à choses dire. à dire. Ouais. Mais je pense que oui, on arrive au bout de notre échange. Ouais. Et je voudrais d'abord te remercier pour tes conseils toujours, pour ta disponibilité, pour ta présence ici aujourd'hui aussi, et pour le moment de partage. C'est rare de commencer une discussion et puis on n'a pas envie de finir. Ça continue, mais on a une limite de temps, donc on va arrêter. Je voudrais te donner un mot de fin pour un peu clôturer par rapport à tout l'échange que nous avons eu. Et en termes de recommandations, déjà, sur le domaine, si tu as des recommandations, c'est peut-être le moment. Si tu as vraiment un mot de fin aussi, c'est pour ça. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est merci à toi. Merci vraiment à toi parce que je tenais aussi à venir voir ton travail de visu. Et je suis là, c'est vraiment un grand plaisir encore pour moi. Et je te conseille de continuer comme ça parce qu'on en a besoin. Et il y a des gens qui pensent qui ne connaissent pas le Tchad. Moi, pour avoir beaucoup voyagé, et parfois ça m'énerve parce qu'il y a quelques années en arrière, je te raconte une petite anecdote. J'étais en Indonésie il y a quelques années et à un grand forum des jeunes de tous les pays du monde entier. On était 1000 quelques. Et il y a des gens qui te demandent Where are you from? Where are you from? Et j'ai des amis ivoiriens, camerounais, qu'on traîne ensemble, sénégalais, qu'on traîne ensemble. Et il y a des gens qui viennent, par exemple, il y a des jeunes qui viennent de l'Équateur, qui viennent de l'Australie. Il y en a qui ne connaissent pas le Tchad. Tu vois? Et mes autres potes, quand ils rencontrent des gens comme ça, I come from Ivory Coast. On te demande, where is Ivory Coast? Donc, il y a des gens qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Ils disent que DJ Drogba Country. Ah, ok, DJ Drogba Country. Samuel Eto'o Country. Ah, ok. Alors, moi, je vais me présenter avec qui? Tu vois? En fait, c'est pour te dire que les gens ne nous connaissent pas au Tchad. Les gens ne connaissent pas qu'on a du potentiel au Tchad et tout ça. Et c'est grâce à ces gens d'initiative, c'est grâce à ces petits efforts de chacun de nous qui nous permettent de mettre la lumière sur notre pays. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment ces gens d'initiative parce que ce sont des fenêtres ouvertes vers le Tchad et je t'en remercie beaucoup. Et qu'on continue par en faire autant. Et je remercie aussi l'ambassade de France qui a permis que je sois là en France pour profiter de vivre cette fête de sport qui sont les Jeux Olympiques. Et aussi, en même temps, aussi, je les remercie, mais aussi j'ai un pansement de cœur parce que ce n'est pas continuellement les chancelleries qui doivent donner la chance aux jeunes Tchadiens de rêver. C'est un truc que je n'ai pas envie de dire, mais j'ai eu juste le billet d'avion. J'ai cherché des moyens parce que je n'ai pas d'autres trucs pour mon séjour. J'ai fait des efforts pour trouver des financements auprès des institutions publiques au Tchad qui s'occupent de ces trucs, mais je n'ai pas eu. Ça me fait mal. Tu sais, ça me fait mal que même ton État ne peut pas te donner des moyens pour faire ce que tu voulais faire. Et moi, je voulais vraiment venir couvrir les Jeux Olympiques, être avec les athlètes et tout. Je n'ai pas malheureusement eu la chance de le faire pour beaucoup de choses que je n'avais peut-être pas envie de dire. Mais j'ouvre cette parenthèse comme ça pour te dire que l'État tchadien aussi doit prendre un peu ses responsabilités, accompagner les jeunes qui font des choses, peu importe le bord politique. Parce qu'aujourd'hui, au Tchad, ce qui est mauvais, c'est qu'il faut être du système pour avoir la chance de beaucoup de choses. Et tant qu'on a la nationalité, il faut qu'on ait aussi les mêmes chances que les autres. Tu vois? Donc, moi, par exemple, c'est ça qui me fait toujours mal. Ça ne m'a pas empêché de faire ce que je veux. Moi, ça ne m'a jamais empêché de faire ce que je veux. Mais j'ai fait beaucoup d'efforts de faire ce que je veux. Si, avec l'aide de l'État, je pouvais faire mieux. Tu vois? Donc, ce sont des choses comme ça qui te découragent. Parfois, tu te dis, mais pourquoi tu fais tous ces efforts? Pourquoi? Tu vois? L'information, par exemple, que je partage sur Internet, c'est gratuit. C'est moi qui donne aux gens de consommer gratuitement. Mais comment je fais pour avoir ces informations? On ne connaît pas. Donc, c'est aussi tirer ces messages-là pour nos autorités, que ce n'est pas forcément tout le temps,
C'est les ambassades. Dans 4 ans, il y aura les Jeux Olympiques à Los Angeles. Est-ce que c'est l'ambassade des États-Unis qui doivent encore me donner un billet d'aller à Los Angeles? Tu vois. Et je ne parle pas que de moi, mais je parle de tous les jeunes Tchadiens. Nous sommes nombreux qui faisons aussi beaucoup d'efforts comme ça, mais qu'on n'est peut-être pas du bon côté de l'histoire. Et c'est quand même très dommage. Et aussi, une autre question, c'est aussi le sport. Aujourd'hui, le sport et la culture sont les 2 piliers de développement d'un pays. Et les pays comme les nôtres, au Tchad, où y vivre même est très difficile, il faut que l'État fasse un effort quand même d'offrir à la jeunesse des moyens de s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de prendre beaucoup de milliards pour aller jouer des matchs au Cameroun, alors qu'on pouvait construire un stade. Réflexionner le stade d'Edith Mamadou il y a 3-4 ans, bientôt 3-4 ans. Alors qu'avec un 4-5 milliards, on peut construire un stade aux normes de FIFA. Et donc, nous attendons l'entrée en liste de nos athlètes, que je ne le souhaite pas, mais qui risquent d'être éliminés très tôt pour manque de préparation, de manque de structure adéquate pour la formation. Après, ça va devenir la raillerie sur les réseaux sociaux. Mais il faut aussi comprendre ces jeunes-là qui n'ont pas de moyens pour le travail. Voilà, donc ce sont des messages comme ça que j'aimerais partager avec tous ceux qui nous regardent. Mais aussi, voilà, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être à Paris en tant que blédard. Mais là, ça va, je maîtrise parce que, tu vois, j'ai quitté Nanterre, je suis venu ici seul. Voilà, donc ça commence à venir. Oui, c'est facile. Ouais, donc merci beaucoup à toi, Eric. Et franchement, tu as tout mon soutien. Merci beaucoup. Chaque fois que je passe sur Paris, je pourrais toujours y passer, tu vois. Bien sûr, tu es le bienvenu, tu es toujours le bienvenu ici. Et peut-être que la prochaine fois, c'est toi qui vas prendre les places et puis avec un invité, que je ne sois pas là, parce que c'est un peu ça, c'est ce à quoi j'aspire, pour que le jour où j'aurai les bonnes personnes pour pouvoir gérer cette plateforme, des personnes mieux outillées que moi, effectivement, ils auront la place pour qu'ils puissent continuer. Parce que l'idée, comme tu l'as dit, c'est d'avoir une plateforme, une fenêtre vers le Tchad, mais aussi vers l'Afrique, un espace où on parle d'Afrique, d'identité, on parle de nous, en fait, essentiellement, pour qu'on puisse donner une perspective de plus que ce que les gens ont déjà. Et souvent, les gens n'ont pas les bonnes perspectives. Donc, c'est l'occasion d'essayer de corriger certaines choses, de présenter certaines choses aussi. Donc, tu es toujours le bienvenu ici et merci vraiment pour ta disponibilité. Merci d'être là. Et à l'équipe qui participe, ou à nos athlètes qui nous représentent et à la délégation qui est arrivée, je réitère l'invitation. Vous êtes les bienvenus ici. J'espère que vous serez là. Si j'ai sorti mon Kadamoul aujourd'hui, c'est en soutien à l'équipe pendant les JO. Je n'ai pas mon drapeau dessus. Mais c'est un peu une façon de les encourager. C'est une façon de leur dire que pendant que vous êtes là, on peut se partager un repas, un café, n'importe quoi. Et ce serait bien. En général, les délégations qui arrivent ici sont un peu isolées. Quand on essaie de rentrer en contact, les gens viennent ici et ils sont trop occupés. Donc, je comprends. Mais ce serait bien Nous, on veut créer des liens. Absolument. Et pour créer des liens, il faut que quelqu'un d'autre puisse tendre la main. Donc, que cette invitation, j'espère qu'ils l'accepteront. Et même s'ils l'acceptent ce soir, dès demain, on reviendra ici encore pour faire un nouveau numéro avec les différentes personnalités qui sont là. Donc, merci d'être là. Merci d'être sur Blédard. Nous sommes sur Blédard toujours. Donc, merci et bonne soirée à tous. Bonne journée à tous selon l'heure à laquelle vous nous regardez, évidemment. Donc, rendez-vous au prochain numéro et merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci.